Vous ne rêvez pas, plus de 9% des Français estiment qu'il est possible que la Terre soit plate. Combien ? Et tout le monde minimise ce chiffre. 3%? De l'ordre du 1%. Non, il n'y en a plus maintenant. Et c'est même pire que ce qu'on imagine. Plus récemment, chez les jeunes, on monte même à 16%, fait un jeune sur 6, contre seulement 3% chez les seniors. Alors pour être clair tout de suite, mon but dans cette vidéo, ça va pas être de prouver que la Terre est ronde, ça a déjà été fait de 1000 façons différentes. Non, ce qui m'intéresse, c'est de nous tester, nous, tous les autres. C'est-à-dire, est-ce que vous savez vraiment comment on se repère sur Terre? Un GPS, ça marche comment? J'ai pris toutes les questions qu'on se pose le plus et j'ai comparé les réponses des gens dans la rue à celles des experts qui naviguent tous les jours. J'ai embarqué 24 heures avec la Marine nationale à bord de leur porte-hélicoptère à l'occasion des 400 ans de la Marine. Merci à eux de m'avoir proposé ça et maintenant, c'est parti pour le test. Un GPS, ça marche comment? Bonne question. Ça marche avec Internet. Par satellite. Ouais, Basse orbite, moyenne orbite. Il va tellement loin dans le le truc, le connaisseur. Bon, après il coupe les Ouais, après, Non, il va garder toutes les tiennes. Quoi. Déjà, chaque satellite envoie un signal qu'on va recevoir avec, par exemple, un téléphone. L'écart de temps entre les deux va permettre de donner une distance à ce satellite. Et la distance avec 3 différents satellites va nous permettre d'avoir notre position. Est-ce qu'un GPS a besoin d'Internet pour fonctionner? Non. Moi je dirais oui. Ah, vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse. Malangoucha. Un GPS est complètement indépendant d'Internet. On fonctionne en mer, en haute mer où on n'a pas Internet. On a toutes les cartes, on va dire de télécharger ou carte papier. On aura forcément le GPS et la carte avec. Oui, parce que en fait, si c'est juste des calculs de distance, on récupère le signal, on calcule la distance au satellite. Finalement, il n'y a pas d'Internet là. C'est pas nécessaire. Ça m'était arrivé, j'avais pas du tout Internet et il fallait que j'aille, je sais pas, prendre un train. Comme la carte était déjà chargée, je pouvais voir mon petit point bleu avancer. Pour localiser quelqu'un, il faut combien de satellites? Ouais. Un satellite? Moi, je dirais 3. Pourquoi 3? Ben, souvent, on dit la triangulaire, donc je dirais 3. Moi j'aurais dit un Trois. seul. Est-ce qu'avec un seul on pourrait? Ouais, je pense crois qu'avec pas. un seul on peut. Pas un seul. Moi, je dirais plus d'un. Il faut minimum 3 satellites pour avoir une position cohérente. Il y a un satellite ici, mais si je sais que je suis à par exemple 10 mètres de ce satellite, en fait je sais que je suis sur un cercle autour de ce satellite, mais je n'ai pas de point. Et maintenant si je sais que je suis autour de ce satellite sur un cercle de je sais pas, 10 mètres et que je suis autour d'un autre satellite sur un cercle de 2 mètres, je commence à avoir 2 points maintenant. J'ai plus un cercle, mais 2 points, et après un troisième, et l'intersection des 3 cercles, c'est un seul point. C'est ça la triangulation. Le seul problème, c'est que ces 3 satellites, on va recevoir les informations à des temps différents. Donc on a besoin d'un 4e qui va nous donner l'information ce qu'on appelle l'information de temps. Donc ça veut dire que je sais ma distance aux 3 satellites et à quelle date j'étais à cette distance. Exactement. Et comme ça, on peut savoir. Et à quelle date, à quelle heure précise j'étais à cette distance-là, et ça me permet de savoir la position. Un bateau en plus en mouvement, si j'ai accès aux 3 satellites, mais je ne savais pas à quelle date j'étais, ça fausse tous les cas. Exactement. À quelle distance se trouve l'horizon quand on regarde la mer? Là où le point de courbure de la Terre, Ouais. 150 mètres. Ah non. 150 mètres? 150 mètres, c'est Ah là. non, c'est plus que non, ça, 150 plus que ça. km, Ah pardon. oui, J'aurais dit quand c'est bien dégagé, au moins 50 km. oui. Allez, au ça pif, m'ira. 100 km. 100 km, je crois que c'est Au ce que pif. vous aviez dit aussi, 150. 300. Cette vidéo montre très bien la courbure de la Terre. On voit ce bateau qui s'éloigne et qui petit à petit s'enfonce derrière la courbure. D'ailleurs, on dit souvent qu'on voit à perte de vue, mais les pieds dans l'eau, c'est-à-dire à hauteur d'un humain moyen, on ne voit qu'à 5 km. Et ensuite, tout dépend de votre hauteur, donc plus on est haut, plus on voit loin, Il s'agirait de grandir. et ça évolue avec la racine carrée de cette hauteur. Et depuis les falaises de la côte française, on peut même voir l'Angleterre qui a plus de 30 km, tout ça parce qu'on a pris de la hauteur. Il s'agirait de grandir. Et avant de passer au chapitre suivant, j'en profite pour vous dire que je suis aussi conférencier en sciences et en environnement. J'ai notamment animé récemment les Olympiades internationales de physique. Donc pour une conférence ou animation d'événement, je vous mets mon site en description avec toutes les infos. Est-ce qu'on peut mentir à un GPS? Par exemple, un espion peut faire croire à quelqu'un d'autre qu'il est à une autre position. Est-ce que ça c'est possible dans la vraie vie? Non. Donc on Donc dirait plutôt oui. On dirait oui. Là, je sais pas du tout. On peut mentir à un GPS. Il existe 2 systèmes, un système de brouillage et un système de spoofing. Le brouillage, le principe, ça va être de saturer les satellites d'informations pour faire en sorte qu'ils ne puissent plus nous renvoyer à nous notre position. C'est le même principe que c'est un concert,
un énorme artiste qui vient, avoir tellement de personnes qui veulent se ruer dessus que en fait, ça bloque à l'entrée. La deuxième possibilité, on va dire, un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle le spoofing. Une station qui va se mettre entre votre GPS et votre satellite et qui va réceptionner l'information que le satellite vous renvoie, la modifier, puis vous la renvoyer avec un signal un peu plus fort pour faire en sorte que le GPS prenne celle-là au lieu de celle qui lui est envoyée par le satellite. Le satellite, c'est les ondes, donc on peut très bien pucer quelqu'un et lui faire croire qu'il est ailleurs. Bon, ce serait une mauvaise attaque, mais je peux faire croire à quelqu'un qu'il est au Brésil alors qu'il est en France, mais il s'en rendrait compte. Mais je pourrais techniquement le faire. Exactement. D'ailleurs, le spoofing a gagné en popularité avec Pokémon Go parce que les gens attaquaient leur propre téléphone pour lui faire croire qu'il était autre part et capturer beaucoup plus de Pokémon. Mais ça peut être bien plus grave. En 2017, en mer Noire, une vingtaine de bateaux ont vu leur position affichée et ils étaient au beau milieu d'un aéroport. Oui, des bateaux. Donc c'est pour ça que les marins préfèrent toujours avoir un plan B, voire C. Quand vous êtes victime de spoofing, qu'est-ce que vous pouvez faire? On a un système qui nous permet de nous repérer, qu'on appelle les centrales inertielles. Elle va calculer le déplacement du bateau par rapport à ce point de départ. Et elle va positionner le bateau en fur et à mesure à partir de ce point de départ. C'est notre manière à nous de nous repérer si on on est en pleine mer, on n'a aucun moyen de se repérer à la vue, il y a des nuages donc on ne peut pas regarder les étoiles. Donc le moyen pour nous repérer dans ces cas-là, c'est ces centrales inertielles. C'est un petit peu comme les accéléromètres du téléphone. C'est ça. Dès que vous allez tourner le téléphone, il va passer automatiquement au paysage. On a les mêmes capteurs dans ces centrales qui permettent de détecter si le bateau s'est déplacé en axe longitudinal, vertical. Comment les marins calculaient leur position avant l'invention du GPS, historiquement? Les étoiles. Pas évident. Avec le soleil peut-être. Repérer à l'étoile du berger, voilà. La longitude, la latitude et tout ça, ces trucs-là. Ils naviguaient aux astres. Pour ce faire, ils avaient un instrument. Celui-ci est modernisé parce que c'est celui qu'on utilise nous, mais c'est un sextant. Ça va nous permettre de calculer l'angle entre l'étoile qu'on vise et l'horizon. Un petit dessin, c'est plus simple. Ouais, très bien. Vous avez votre astre qui est ici, et vous allez calculer l'angle qui est juste là. Avec cet angle, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle la droite de l'axe. Ah oui, donc on sait qu'on est quelque part par là, par rapport à cette étoile. C'est ça, exactement. Ce qui donne, vu du dessus, l'astre ici, avec la droite de position et un positionnement en cercle autour de l'axe. Ça, c'est censé être un cercle. Ça, c'est censé être un cercle, exactement. Avec deux autres astres, on va avoir par triangulation une position au milieu. Avec les étoiles, on a notre latitude, donc notre position si on est au nord ou au sud. Mais pour savoir à quel point on est à l'est ou à l'ouest, c'est beaucoup plus compliqué parce que la Terre tourne sur elle-même. Pour savoir de combien on a tourné, il faut connaître l'heure exacte d'un lieu de référence. Sauf qu'à l'époque, le problème, c'est qu'aucune horloge ne restait juste sur un bateau qui tangue pendant des mois. Donc sans ça, c'était impossible de savoir exactement où on était et il y a des flottes entières qui se sont perdues. La deuxième possibilité, c'était de naviguer à la vue. Ah oui, à la vue. À la vue sur les cartes. bah faisons ça. Donc pour naviguer à la vue, ils avaient des cartes papier. Attends, on va mettre un cut là. Comme ça pour le montage ce sera plus simple. Le principe reste toujours le même, trianguler une position avec trois positions connues. Ça pouvait être un phare, une église. En portant l'angle sur la carte. Donc là on a visé quelque chose, on a visé ça, cette île. Ah ouais. Le phare qui est sur l'île. D'accord. On va ensuite venir en viser un deuxième. Ici, mettons une tour juste ici. Tracer la droite. Et on pense, on se positionne, on est à cette position. 2, c'est pas assez précis. On préfère en prendre une troisième pour confirmer, être sûr. Une petite erreur peut-être. Exactement, une petite erreur, une erreur de mesure. Donc on confirme avec une troisième. Et en général, on ne tombe pas exactement parfaitement là où il faut, mais on a un petit triangle comme ça. Et donc on sait qu'on se trouve à l'intérieur du triangle. C'est pas mal, on a même les marges d'erreur. Exactement. Quel est le rapport entre la théorie de la relativité d'Einstein et le GPS? Alors, est-ce que c'est pas une histoire que l'espace et le temps ils sont liés, que suivant là où on se trouve dans l'espace, le temps est pas ressenti de la même façon, donc il faut prendre cette constante-là en compte pour le localiser précisément? La réponse elle est vraiment excellente, elle a donné une des deux raisons. Elle a donné la réponse, vous n'avez pas écouté, hein, c'est fini. Relativité d'Einstein.
c'était facile. Il faut voir que sans Einstein, notre GPS se tromperait de plus de 10 km par jour. Donc chaque satellite a une horloge super précise à partir de laquelle on calcule notre position, mais il y a deux effets qui font que là-haut, le temps ne s'écoule pas exactement comme chez nous. Le premier, c'est que les satellites filent à 14 000 km/h et plus on va vite, plus on voit le temps ralentir, ici de 7 microsecondes par jour. Et le deuxième phénomène qui fait l'effet inverse, c'est que comme ils sont à plus de 20 000 km, la gravité est plus faible, ce qui a tendance à faire accélérer leurs horloges de 45 microsecondes par jour. Donc bilan 38 microsecondes d'avance par jour, ça peut paraître ridicule, mais si on corrigeait pas, c'est là où on verrait les 10 km d'écart à la position réelle. Donc quand vous partagez un petit footing, que vous regardez où en est la livraison, eh bien il y a Einstein qui est derrière vous. Si tous les GPS tombaient en panne demain, qu'est-ce qui se passerait? Oh, Les GPS, bah hein. alors... C'est le bordel. Ça Ça fait un sacré chaos. Hein. Eh ben on reprend les cartes, la bonne vieille méthode. Ah, il y Pour a... tout ce qui est armée, déjà, ça serait Ouais. compliqué. Et pour tout ce qui est, tu sais, aviation, Ah, bah oui. tout ça. Je vois pas trop de difficultés, on a des cartes, donc On on se débrouille. utilise des cartes, voilà. Ouais. Fou, un bordel monstre, ouais, en fait. bah, Plein de choses, j'imagine. Dans la marine, c'est travailler sans GPS, donc on fait un travail sur carte. C'est vrai que les bâtiments civils maintenant travaillent très peu sur carte. Malgré tout, ils sont censés avoir leur permis hauturier ou côtier, donc ils sont quand même censés savoir travailler sur carte, mais c'est quelque chose qui se perd au fur et à mesure. Donc il y aurait quelques dégâts. Peut-être soucis, quelques risques de collision. Il y a un autre effet auquel j'avais pas vraiment pensé, c'est que le GPS, c'est, on l'a vu, surtout une horloge, mais ça donne aussi l'heure précise à la planète entière. Et cette heure précise, elle est utilisée par les marchés financiers, les réseaux mobiles, le réseau électrique, les avions, la logistique ou même les secours. Cette étude a chiffré la facture, environ 1 milliard de dollars par jour, juste aux États-Unis. Mais dans tout ça, il y en a qui se repèrent gratuitement. Là, on a parlé de la marine, des GPS, mais comment les animaux font pour se repérer? Bah le flair, Comment ils font? Ils se repèrent avec quoi? Leur sens. la nature. bah, par exemple, les chauves-souris et tout ça, ils ont le sonar, ils émettent des ultrasons. Les Hein. chiens, ils sentent le cul. Ah. Voilà, moi je vous parle triangulation et lui il vous parle ça. Voilà. Ils utilisent plusieurs systèmes, des positionnements grâce aux champs magnétiques, aux différents vents, et les animaux marins se basent beaucoup sur les courants. On pourrait faire aussi avec les champs magnétiques, ça marcherait? Honnêtement, je ne sais pas. Je vais regarder. Eh bien, je suis allé chercher. Et quand on pense au champ magnétique, on pense tout de suite à la boussole, mais ça donne que la direction. Où est le nord? Dans l'eau, on a par exemple les tortues, les baleines. Dans l'air, on a les cigognes, les pigeons, qui ressentent le champ magnétique, mais non seulement la direction, mais aussi l'inclinaison et l'intensité. Et ça change tout parce que quand on a direction, inclinaison, intensité, ça correspond qu'à un seul endroit sur la planète. C'est l'équivalent, si vous voulez, de transformer une simple boussole en carte complète. Bref, nous, il nous a fallu des milliers d'années, des génies comme Einstein, des horloges atomiques super précises juste pour nous repérer, et certains animaux le font gratuitement depuis toujours. Ma prochaine vidéo avec la marine, j'embarque avec les sauveteurs en mer, on va regarder la science de la survie, donc abonnez-vous pour pas la rater, pas rater toutes les suivantes. Merci à Pierre, Julie, Thomas et toutes les autres personnes de la marine pour leur accueil, et toutes les infos sur les 400 ans de la marine sont en description. Si vous avez aimé cette vidéo avec plein de grandes questions, vous allez adorer celle-ci. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Et je vous dis... Passez une bonne journée. Ouais, Bonne merci. journée.